Bienvenue dans cette 17e capsule portant sur les procédés d'obtention des pièces brutes et on parle aujourd'hui de poinçonnage-découpage. Il s'agit d'une mise en forme de tôle métallique par enlèvement de matière préalablement à toute déformation de type pliage, emboutissage ou assemblage de type soudage. Et ceci se fait par cisaillage mécanique, et c'est ce qu'on désigne par le procédé classique de découpage-poinçonnage, c'est le cisaillage mécanique. Ça peut se faire aussi par oxycoupage, par découpage au jet d'eau, éventuellement un découpage laser ou un découpage au plasma. On va voir tous ces procédés-là de façon assez brève. Parlons maintenant du procédé classique qu'on appelle aussi poinçonnage-découpage. Donc, si on parle de poinçonnage-découpage sans aucune mention supplémentaire, il s'agit du cisaillage mécanique qu'on va voir tout de suite. Donc, il s'agit comme équipement d'une matrice en acier dur sur laquelle on dispose la tôle qu'on appelle aussi flanc. C'est un matériau qui doit être ductile, mais puisqu'il est en tôle, ça veut dire qu'il a été obtenu par le minage, donc il est non seulement ductile, mais aussi malléable. Mais pour ce procédé-là, on n'a besoin que de la ductilité pour que le matériau ne casse pas. Il n'y aura pas beaucoup de déformation, il va y avoir surtout du cisaillement. On utilise aussi un poinçon en acier dur et dont la forme et la section correspondent au trou de la matrice. Et on utilise aussi un dévêtisseur dont le rôle sera clarifié dans quelques secondes. On applique une force sur le poinçon, ce qui va entraîner sa descente et le cisaillement de la tôle. Vous voyez, la tôle est cisaillée et elle est accompagnée par le poinçon jusqu'à l'ouverture dans le bas de la matrice. Vous voyez que le trou de la matrice devient légèrement plus grand pour permettre la chute de l'ajour ou du morceau détaché par cisaillement. Parce que dans la partie supérieure, il n'y a pas de jeu qui lui permet de se décoller. Là, l'ajour tombe et le poinçon peut remonter. Sauf que si vous vous concentrez sur cet endroit-là, il n'y a pas de jeu entre la tôle, dans une partie, et le poinçon. Donc si le poinçon va remonter, il va entraîner vers le haut la tôle, parce qu'il est vêtu par la tôle. C'est pour ça qu'on utilise le dévêtisseur. Il va dévêtir le poinçon. Donc on applique une force sur le dévêtisseur qui va maintenir la tôle appuyée sur la matrice et le poinçon peut ainsi remonter sans que la tôle le suive. Donc faites attention, on va avoir un morceau d'équipement qui ressemble au dévêtisseur, qui a un autre nom et un autre rôle dans le cours d'emboutissage qu'on verra dans le cours suivant ou après suivant. Ce procédé-là, c'est un procédé qui est caractérisé par un investissement peu coûteux, mais il ne s'applique qu'aux matériaux ductiles uniquement. Également, les épaisseurs coupables sont réduites et une grande série est exigée puisque l'équipement est spécifique et relativement coûteux, peu coûteux par rapport au laser et au plasma par exemple, mais c'est quand même assez coûteux. Une matrice et un poisson, ça coûte quand même assez d'argent. Donc la commande numérique n'est pas applicable puisque la forme obtenue ne dépend pas des déplacements des outils, mais plutôt de la forme des outils. Revoyons maintenant les opérations de base de ce procédé-là. Donc si on a un flanc, on peut le découper. Découper, c'est-à-dire l'extérieur est jeté alors que l'intérieur est gardé. Si on fait l'inverse, c'est le poinçonnage, c'est-à-dire l'extérieur est gardé et l'intérieur, qu'on appelle ajour, est jeté. Donc dans ce cas-là, on voit 5 ajours de formes variées. Donc ils ont été obtenus par poinçonnage. On peut aussi faire l'encochage qui est un découpage sur un contour ouvert, donc qui débouche sur le périmètre extérieur. Le grignotage, il se fait progressivement par une avancée d'un poinçon, donc c'est un poinçonnage progressif et partiel.
Ça, c'est ce qu'on appelle le grignotage. Le creuvage, c'est un découpage partiel. Donc, le morceau découpé ou poinçonné n'est pas complètement détaché. Il garde sa place. Donc, il y a juste une petite ouverture, une sorte de crevaison. L'outillage qu'on utilise. Donc, on utilise un poinçon constitué par un corps et une tête. La partie utile pour le cisaillement, c'est la tête, caractérisée par des angles de dépouille dans les deux directions. Donc, dépouille, ça veut dire dégagement, et ça sert à éviter et à minimiser le frottement avec les autres intervenants, essentiellement la tôle. Il y a aussi ce qu'on appelle une mouche. Elle sert à guider, pas à guider, à viser plutôt, à viser l'endroit d'impact du poinçon. Généralement, on précise la cible par un pointeau et la mouche doit descendre exactement au niveau du pointeau. La matrice aussi, donc elle est en acier dur et elle est caractérisée par une dépouille dont on a vu le rôle dans l'animation qui a précédé. Et il y a un jeu donc, entre la matrice et le poinçon. Ce jeu-là, il est proportionnel à l'épaisseur de la tôle à découper. Il dépend aussi de la résistance du métal. Il est généralement d'un dixième à un huitième de l'épaisseur de la tôle utilisée. Donc, c'est un jeu faible qui nécessite un guidage de la descente du poinçon dans la matrice. Parlons maintenant de l'effort de poinçonnage. Cet effort devrait être inférieur à la capacité de la presse utilisée pour que celle-ci soit capable d'effectuer le travail. Comment on va établir la formule de l'effort? Donc, regardons la matrice en deux vues, sur laquelle on dépose le flanc, ensuite le poinçon. La descente du poinçon et le cisaillement va impliquer un effort en newton qu'on va écrire en fonction de la résistance à la rupture en cisaillement du matériau, en mégapascal. On doit multiplier par une surface, donc pour obtenir des newtons, il faut multiplier par des millimètres carrés. Comment est-ce qu'on va l'avoir? Tout d'abord, l'épaisseur de la tôle en millimètres et le périmètre découpé en millimètres. Le résultat sera en newtons. Il faut comparer ça à la capacité de la presse. Généralement, on parle de tonnage de la presse et le tonnage, une tonne, c'est 10 000 newtons, 10 kilonewtons. Donc, si c'est inférieur, la presse est utilisable. Si c'est supérieur, il faut voir une autre presse ou bien utiliser une petite astuce au niveau de l'outil, du poinçon, utiliser ce qu'on appelle la vague de coupe. Donc, cette vague de coupe, c'est quoi? C'est qu'on exécute un léger chanfrein dans la face du poinçon et ceci aura comme effet de diminuer le périmètre coupé par instant. Il va y avoir une coupe sous forme de vague, donc on coupe morceau par morceau. Et à chaque instant, toute la force est concentrée sur une petite partie du périmètre et non pas tout le périmètre. Regardez bien l'animation qui va suivre. À chaque instant, il y a une partie qui est coupée et donc tout l'effort est concentré sur une seule partie du périmètre. Passons maintenant à un autre procédé de coupe qui est l'oxycoupage, très similaire au soudage oxyacétylénique, donc le même équipement, sauf qu'il n'y a pas de métal d'apport. Donc la plaque ou la tôle est découpée par l'effet de la flamme du chalumeau. C'est un procédé dont l'avantage est qu'il est peu coûteux, sauf qu'il est plutôt artisanal, donc pas utilisable à grande échelle, et ne coupe que des faibles épaisseurs, et il est caractérisé aussi par une faible précision. C'est un procédé qui est en train d'être délaissé. Passons maintenant au découpage au jet d'eau. Donc le principe, c'est qu'on a de l'eau à très haute pression, jusqu'à 6000 bars à peu près. Cette eau sort à travers une buse en céramique à ouverture très très fine. La vitesse obtenue est très grande, plusieurs fois la vitesse du son. Ce procédé-là, il est capable de couper des matériaux pouvant être coupés traditionnellement. Si on veut couper des matériaux plus durs,
on va utiliser des particules abrasives qui seront mélangées avec de l'eau. On va obtenir ce qu'on appelle de l'eau abrasive, des particules de type grenat, donc qui vont être mélangées et ils vont sortir à travers une buse à abrasif. Donc ça coupe tous les matériaux pratiquement, sauf le verre trempé qui est un peu trop dur. Le canon contenant les buses est déplacé dans les directions voulues pour obtenir le profil de découpe voulu. Donc c'est un procédé très précis et très rapide en ligne droite, mais qui manque un peu de précision dans les courbes à cause de ce qu'on appelle la dépouille. Dans ce cas-là, la dépouille, c'est un angle dû au retard de la coupe par rapport au déplacement du jet. Donc on obtient aussi des bords lisses et non déformés par la chaleur, il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de contrainte de profondeur à découper, donc on peut découper jusqu'à 60 cm, mais si on déplace le canon en Z, en profondeur, on peut aller à beaucoup plus. Ça reste relativement coûteux de point de vue investissement, c'est très très bruyant, ça génère des niveaux sonores très dérangeants. On a recours souvent à une submersion de la coupe, on coupe sous l'eau pour réduire le bruit. Il y a aussi un problème écologique, il y a trop de pertes, il y a trop de déchets inhérents à ce procédé-là. Passons maintenant au découpage au plasma. C'est quelque chose de très similaire au TIG, donc le plasma on l'utilise aussi pour souder, donc on a une torche un peu différente. Regardez au niveau de la torche, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une arrivée de gaz inerte, un gaz de protection, l'argon et l'hélium comme d'habitude pour le TIG. On a une électrode en tungstène comme pour le TIG, le branchement des électrodes comme pour le TIG, mais il y a aussi une arrivée d'un gaz de coupe qui sera ionisé par l'arc et ça va générer le plasma. C'est un état de matière qui est très très énergétique, on peut aller jusqu'à 1800 degrés Celsius. Ça donne une fusion quasi instantanée, une ZAT, une zone affectée thermiquement très très réduite. Donc la torche plasma est déplacée pour obtenir le profil voulu. C'est un procédé très rapide, capable de découper de fortes épaisseurs et utilisable avec la commande numérique pour combiner les déplacements des axes et obtenir une trajectoire assez complexe. Sauf que ça déforme les bords découpés par la chaleur très intense. Ça dégage aussi des gaz toxiques, c'est les gaz de découpe ionisés, et c'est moins précis que des techniques telles que le jet d'eau ou la technique du découpage au laser. Et ça ne découpe que des métaux conducteurs uniquement, puisque c'est basé sur le principe de l'arc électrique. Passons maintenant au découpage laser. La plaque à découper est placée dans une machine qui contient essentiellement des rails permettant le déplacement d'une traverse selon une direction. Cette traverse est équipée d'un miroir de réflexion. Le long de cette traverse, il y a un bloc de découpe qui peut coulisser dans une autre direction. Ce bloc est muni d'un miroir, lui aussi, de réflexion et d'une loupe de focalisation. La source laser envoie le rayon qui est reflété par les différents miroirs et finalement focalisé par la loupe. Et ensuite, on peut effectuer les déplacements voulus pour obtenir les formes voulues. Donc c'est un procédé à ZAT extrêmement réduite, ce qui explique la coupe très précise et très nette qu'on peut obtenir. Et ça peut aussi découper tous les matériaux, pas seulement les métaux conducteurs. Et c'est très utilisable avec la commande numérique. C'est généralement avec de la commande numérique qu'on l'utilise. Ça reste assez lent. Ça ne découpe pas des épaisseurs très élevées. Et ça demeure le plus coûteux de point de vue investissement parmi tout ce qu'on a vu comme procédé. Ceci conclut notre 17e capsule. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter le site web ou la page Facebook pour plus d'informations. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours m'adresser vos requêtes à l'adresse que vous voyez en bas de la page.